Amis des servomoteurs, bonsoir. Alors, avant toute chose, nous allons faire un petit rappel sur ce qu'on appelle communément des servos, qui sont voilà, ces espèces de petits modules électromécaniques, et qui sont très utilisés, alors, bien sûr, depuis toujours dans le monde de la radiocommande, mais aussi de plus en plus dans des tas d'applications dites robotiques ou électromécaniques, enfin voilà, partout où quelque part on a besoin de pouvoir générer un mouvement via une commande électrique, on va utiliser ces petits servos. Alors très rapidement, un petit rappel un petit peu historique, dans le monde de la radiocommande, dans les années 60-70, enfin voilà, quand on faisait de la radiocommande, généralement, ben voilà, il n'y avait pas tellement de circuits intégrés, on utilisait plutôt des transistors, des trucs comme ça, et pour l'amateur, très souvent, on utilisait ce qu'on appelait des échappements. Je ne sais pas si ceux qui ont connu les ouvrages de Monsieur Laurent Péricone, par exemple, montraient ça, et j'en ai vu des systèmes comme ça, où c'était pas vraiment proportionnel. Alors, des échappements, souvent, c'était un truc qu'on remontait à ressort, puis à chaque impulsion, ça tournait d'un quart de tour. Par exemple, pour piloter un avion, on avait un coup gouvernail centre, un coup à droite, un coup à gauche, un coup au centre, un coup à droite, un coup à gauche. On imagine que piloter un avion comme ça, c'était un peu acrobatique, mais enfin bon. On faisait avec les moyens du bord. Et dans les années 70, par là, on commençait à apparaître ce qu'on appelait des radiocommandes dites proportionnelles, qui, comme leur nom indique, avaient la possibilité d'avoir un axe mécanique dont le déplacement était proportionnel au levier de commande à distance. Et bien sûr, ça changeait tout d'avoir ce genre de commande, parce que ça permettait vraiment, je veux dire, à distance, de piloter de façon fine des ailerons, des gouvernails, tout ce qu'on... Et alors je suis pas sûr que ce soit Graupner qui a inventé ça, mais enfin bon, les premiers que j'ai connus, c'était en effet la marque allemande Graupner qui faisait du modélisme, qui a commencé à vendre ce genre de radiocommande, et à l'époque ça coûtait quand même relativement cher, mais le principe est quasiment resté le même, à savoir que ces cerveaux, qui voilà, se présentent généralement sous plein de formes, enfin un petit peu comme ça, ont donc une partie mécanique qui là est un axe donc qui peut pivoter. Alors il y en a, même si on en voit moins, où c'était par exemple des palonniers comme ça qui bougeaient, qui sont branchés via 3 connexions. Et souvent c'est ces connecteurs aux pattes de 54 là qu'on appelle souvent Dupont. Et ces 3 fils sont très simples à comprendre. Il y a, alors les couleurs varient, mais enfin en gros il y a une masse, c'est le 0 volts. Une alimentation, à l'époque était de 4,8 volts, hein, parce que ça correspondait aux accus. Enfin bon, généralement c'est assez tolérant là-dessus, ça va marcher tranquillement avec du 5 volts. Et une commande, on va dire, de position, qui, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, correspond à un train d'impulsion. Alors, généralement, de façon nominale, à l'origine, chaque impulsion était séparée de 20 millisecondes, et c'est la largeur de l'impulsion qui détermine la position du cerveau. Sachant qu'à la base, c'était fait pour aller de 1 milliseconde à 2 millisecondes, et voilà, en faisant varier la largeur de cette impulsion, le système suit. Et ça, c'est resté. Alors après, il y a eu différents brochages, il y a eu Futaba, il y a eu plein de choses. Et depuis déjà quelques années, on trouve aussi maintenant des cerveaux dits économiques, comme ces petites merdes là. Alors ça coûte rien, ça, mais ils sont vraiment pas terribles, ceux-là. En même temps, ils ont des axes, des engrenages en plastique, qui fait que ceux-là, si jamais on force un peu dessus, bah, les dents pètent. Et enfin voilà, bon, c'est vrai que ça a l'avantage de coûter 1 ou 2 euros, mais c'est vraiment pas terrible. Après, il y en a comme ceux-là qui sont déjà mieux, qui ont des axes métalliques. On a des plus gros, des plus petits. Enfin, moi, on en a, je veux dire, plein de sortes. Mais voilà, c'est très démocratisé. On trouve ça un petit peu tous les prix. Et c'est bien sûr intéressant d'utiliser ça. Alors voilà, bon, c'était là un petit rappel. Hein, on trouve plein de docs là-dessus sur les cerveaux, c'est vraiment quelque chose de très connu. Alors, le point qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on veut tester. Par exemple, on fabrique un robot, quelque chose, et on veut tester au moins la partie mécanique, piloter le cerveau. Alors on trouve, je crois que je vous avais déjà montré ça, ces espèces de petits modules là, qui s'alimentent en 5 volts. Voilà, donc là je l'alimente directement comme ça avec mon alimentation, et qui vont permettre de justement piloter un cerveau. Donc on branche le cerveau ici, voilà, et on peut voir que ils ont 3 modes. C'est-à-dire que là, on voit bien que en tournant le bouton, on a ici le déplacement du cerveau,
Ils ont un mode ici qui permet de le mettre au neutre, c'est-à-dire à une durée d'impulsion de 1,5 millisecondes, et ici un mode débattement, voilà, qui fait varier le système. On ne peut pas changer la vitesse, ça change comme ça. Donc ces petits modules-là, c'est pas mal, ça coûte pas cher, mais ça ne me plaît pas vraiment. Alors déjà, si on veut, par exemple, connaître la position, le temps d'impulsion comme ça, ben, on ne l'a pas directement. Et il faut mettre un oscilloscope, par exemple, et le mesurer, ce qui n'est pas forcément pratique. En plus, on a plusieurs cerveaux, il faut 4 appareils. Et surtout, le débattement, voilà, il est toujours maximum. C'est-à-dire que si j'ai un système mécanique où j'ai besoin que cette plage-là, et je ne veux pas dépasser, bah ici c'est très compliqué. Donc pour toutes ces raisons-là, je me suis dit, bah, j'aimerais bien faire un système de test qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. Et il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer la fonction map. Et c'est ce qui m'a motivé en fait à faire le fameux CP0128 dont je vous parle depuis quelques temps. Et qui va en fait combler un petit peu toutes ces lacunes et que je vais avoir l'honneur et l'avantage de vous présenter maintenant. Donc CP0128, donc c'est une conception SIROB complète. Pourquoi CP, hein, je rappelle que tout ce qui sort de la R&D SIROB, c'est CP un numéro. Et alors les CP, à chaque fois que j'ai une idée, je crée un CP, je mets le numéro d'ordre. Ça ne veut pas dire que je vous les présente dans l'ordre. D'abord, il y en a que je ne vous présente pas, il y en a qui n'ont jamais dépassé le stade de l'idée. Et voilà, bon, enfin bon, là celui-là, c'est un des quand même derniers. Alors, comment ça se présente? Bah, on a donc ce boîtier ici, voilà, je vais montrer dans un QDN. Ici, on va avoir une prise de 5 volts, 1 ampère, voire 2, j'ai mis un fusible de 2 ampères, comme on va voir, qui va permettre d'alimenter le système en 5 volts. Ici, à l'intérieur, on a la prise USB de l'Arduino, qui ne sert que pour éventuellement le reprogrammer, hein, mais sinon, on ne l'utilise pas. Et ici, donc, 4 sorties de cerveau, S1 à S4. Donc ce système, en gros, il va pouvoir piloter de 1 à 4 cerveaux. Et il a différentes fonctions. Donc à la base, comme on va le voir, il a la fonction, exactement comme le petit module bleu que je vous ai montré, de simplement pouvoir changer la position d'un cerveau. Sachant que pour chaque cerveau, on a ici une position fine qui, quand on appuie dessus, dans ce mode-là, on va pouvoir, autour de la position qu'on avait choisie à l'origine, faire un décalage de façon beaucoup plus précis, à peu près avec 10% de résolution par rapport à la résolution totale. Donc de base, il y a ça. Il y a bien sûr là, comme on va le voir, un afficheur, et c'est ça qui est vachement intéressant, que je voulais avoir, c'est que l'afficheur va afficher à la microseconde près le temps de l'impulsion. Ce qui va permettre à un moment donné de dire, bah là, par exemple, pour telle position, je vais pouvoir lire directement qu'il faut envoyer une impulsion de, je sais pas moi, 1200 microsecondes. Et ça, c'est vraiment super intéressant, dans la mesure où, voilà, on sait directement comment, si on veut après programmer, mettre les bonnes valeurs. Donc ça, c'est le bouton de marche arrêt. Et alors en plus, il y a quelques petites fonctions, on va dire, bonus. La première, justement, comme on va voir, c'est qu'on a la possibilité de changer les limites. C'est-à-dire que par défaut, déjà, il a une limite que j'ai mis un peu plus grande que le standard, parce que de nombreux cerveaux, maintenant, ils descendent en dessous de 1000, hein, et vont au-delà de 2000. Donc là, j'ai fixé par défaut, je crois que c'est de 800 à 2200 microsecondes. Mais on va pouvoir, pour chaque cerveau, éventuellement définir un min et un max, ce qui fait que tout en gardant la résolution ici maximum du bouton, on va voir qu'on peut le faire marcher entre deux positions. Donc ça va être déjà une première fonction. Et la deuxième, c'est qu'on a aussi la possibilité d'avoir ce mouvement comme ça entre min et max, mais on peut le faire cerveau par cerveau et en réglant la vitesse. Alors on va faire une petite démo, bien sûr. Pour faire ça, on va l'alimenter en 5 volts. Voilà. Grâce ici à cette prise qu'on a là. Voilà. Et je vais brancher des cerveaux. Donc là, bon, je vais en brancher pas forcément brancher 4. De toute façon, qu'on en branche 1 ou 4, c'est pareil. Voilà, celui-là, on va le mettre en 1. Voilà. Bon, enfin voilà, vous avez compris, on peut en brancher ici comme ça jusqu'à 4. Et il faut bien sûr bien vérifier que ils sont branchés correctement. Donc voilà mes cerveaux. Alors là, on peut allumer le biniou.
Voilà, on peut voir là le petit splash screen de l'Arduino. Alors je ne sais pas si on voit bien l'écran, peut-être baisser un peu la lumière. Et ce qu'on peut regarder là, alors j'espère que ça flash pas trop avec la caméra, on voit là, pour chaque cerveau, la position, la position de temps, voilà, en microsecondes, et le min et le max. Et on peut voir que, si je le fais comme ça, j'ai bien là la variation comme ça du cerveau en fonction de ça. Et l'autre cerveau, par exemple, là, bah, c'est le 2, et lui, il varie comme ça. Donc à tout moment, comme je l'ai dit, on peut appuyer sur Fine, et si on appuie sur Fin, bah, on voit qu'on a une résolution, voilà, on peut vraiment faire un réglage fin, et à tout moment, on peut revenir là au réglage plus grossier. Donc voilà pour le fonctionnement. Alors si on veut changer le mode min-max, par exemple, pour ce cerveau-là, voilà, là on voit qu'on a un débattement qui est très grand, mais imaginons que je veux faire juste entre ça et ça, bah, je vais pouvoir ici choisir minimum. On voit que le cerveau se sélectionne sur l'affichage en surbrillance. Par exemple, là je vais prendre le 2, et je dis je veux régler le min-max. Alors quand on est dans ce mode-là, on a vraiment un débattement le plus grand possible qui est... Je veux dire, souvent, ça dépasse les capacités du cerveau. D'ailleurs, il ne faut pas forcément l'embêter. Bon, je veux dire, je mets ici mon min là. Et derrière, pareil, je peux régler mon max. Voilà, je vais régler mon max ici, par exemple. Voilà. Ce qui fait que maintenant, on voit que sur le full débattement de mon réglage, je fais bien que entre le min et le max que j'ai choisi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir de super simple. Et finalement, le dernier truc, bah, c'est le move. Donc là, on peut passer en mode move. On voit que ça s'allume ici, move. Et là, pareil, on peut choisir le cerveau que l'on veut faire bouger. Par exemple, le deuxième. Et là, voilà, on voit que on peut faire varier entre les deux à des vitesses variables. Alors, sachant que si on lui demande de faire plus vite que ce qu'il peut, bah, il le fera moins vite. Et il varie bien entre le min et le max. Là, par exemple, si je choisis le cerveau numéro 1, voilà, et je le fais changer, lui, on voit que dans la mesure où j'ai un min-max beaucoup plus grand, eh ben, il varie bien plus fort, sachant que là encore, je peux aussi changer la vitesse. Voilà, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. On peut même descendre à 0, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne bouge plus, et le bouger comme ça. Sachant qu'à tout moment, on peut ressortir de ce mode-là, et revenir, voilà, dans le mode, je veux dire, pilotage, comme ça. Enfin voilà, le principe, hein, c'est aussi simple que ça, puis on peut sortir de ce mode move, comme on veut. Donc voilà ce que fait CP0128, hein, comme on peut voir, c'est vraiment quelque chose de basique, mais qui vraiment va mettre d'un grand secours, parce que ben voilà, on voit bien ici les temps, les min, les max, et on peut tout régler de façon très simple. Donc voilà la fabrication. Alors il y a peut-être quelque chose qui vous a tout de suite sauté aux yeux, c'est que ce bouton-là qui n'est pas aligné. Alors je reconnais que j'ai eu un petit problème lors de la fabrication, j'avais tout bien fait, et puis... Ce trou-là, il a merdé complètement, il a bougé. Au début, j'ai cru que ça se verrait pas trop. Et puis vraiment, sur le montage final, on voit que ça fait vraiment pareil. Alors j'ai beaucoup réfléchi de me dire, est-ce que je me fais chier à tout redémonter pour réparer et tout. Puis je me suis dit, bon, allez, ça n'empêche pas de fonctionner. On va laisser comme ça pour l'instant. Voilà, bon, au moins ça en fait... c'est le côté, on va dire, un peu prototype, mais... J'espère que si vous le fabriquez, de toute façon vous pouvez le fabriquer avec plein de boîtiers différents, ben, vous ne ferez pas la même connerie que moi, puis à tout moment, bien sûr, on peut l'arrêter comme ça. Donc voilà pour la présentation de cet appareil. Alors je vous propose maintenant de regarder plus en détail déjà la partie hard pour bien comprendre un petit peu comment il est fait. Alors je mettrai en commentaire de la vidéo un lien sur une page de mon site qui est entièrement dédiée à CP0128. Et sur cette page, vous trouverez un petit rappel sur les servomoteurs, en gros ce que fait CP0128, les principales caractéristiques, en mode d'emploi en français qui explique avec détail tout ce qu'il peut faire. Et ensuite, bien sûr, le lien sur le repo GitHub où vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces infos, et le source du programme. Si vous prenez ce source et vous le compilez et vous l'utilisez, il faudra faire quand même attention au fait qu'au démarrage, vous n'aurez pas le logo Syrob, mais vous aurez le splash screen par défaut qui est celui de la librairie Adafruit, livré avec. Si vous voulez le modifier, ça, on trouve plein de tutos sur le net. Il faut aller modifier la librairie, le fichier splash, il faut pas le... Voilà, c'est pas dans le source du programme.
Et donc, vous pouvez bien sûr modifier le soft à votre convenance, sachant que pour l'instant, voilà, on voit que le programme utilise 56% de l'espace programme et que 29% de l'espace de RAM. Ce qui veut dire que, voilà, enfin voilà, vous en avez encore sous le pied si vous voulez faire des modifs. Je vous montrerai tout à l'heure quelques idées de modification. Alors, au niveau du hard, comment ça se présente? C'est quelque chose de très très simple. Je suis parti sur un Arduino Nano. Sachant qu'à mon avis, ça marchera très bien avec un Arduino Uno, micro, voire un ESP32. Enfin voilà, il n'y a rien de très spécial par rapport à ça. Donc on retrouve ici le connecteur d'alimentation, l'interrupteur marche-arrêt, qui est un interrupteur à verrouillage avec sa LED ici intégrée. C'est pour ça qu'il s'allume en bleu quand on l'utilise. Là, j'ai mis un fusible de 2 ampères. Alors, ce 2 ampères, c'est pas du tout la conso de l'Arduino, qui est de l'affichage qui consomme très peu. Mais voilà, si on met par exemple 4 gros cerveaux, ça peut éventuellement quand même consommer au moins 500 millicrêtes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce fusible. Alors, j'ai pas mal soigné l'anti-parasitage, parce qu'il y en a ici pas mal. Donc, il y a déjà ici une self là, avec ce filtre ici, cette capa qui va déjà faire un premier filtrage. J'ai bien sûr mis mon traditionnel TVS unidirectionnel de 5 volts, qui fait que si je branche à l'envers ou j'augmente trop la tension par erreur, bah, ça fera péter le fusible. Donc ça, c'est une bonne protection. Donc sur l'alimentation, il y a ce voyant-là. Alors, j'ai 2 boutons poussoirs Minimax où ils sont lumineux, mais je ne commandais pas, donc je les ai allumés avec des résistances assez fortes, de façon à ce qu'ils soient quand même un petit peu lumineux. Je trouve que ça fait mieux. Et ensuite, bah, là, on va voir comment j'ai utilisé quasiment toutes les entrées-sorties disponibles. Donc là, j'utilise les sorties digitales D2 à D5 bah, pour piloter les cerveaux. Donc là, ça va directement sur les sorties d'impulsion. Et sur chaque cerveau, j'ai remis ici un filtre, un FB, ça veut dire ferrite bed. Hein, on peut mettre une VK200, un truc comme ça. Et là, un autre condensateur de découplage au plus près, de façon ici à filtrer au maximum. Ensuite, j'ai utilisé les sorties D6 à D9 pour piloter les LED Fine. Ce sont aussi les LED intégrés au bouton Fine, c'est-à-dire qu'on a vu que les boutons s'allumaient quand on appuyait dessus pour montrer qu'on était en mode fin. Là, j'utilise les 3 entrées ici en utilisant le pull-up interne pour les 3 boutons, Min, Max et Move. Ensuite, là, j'utilise sortie A5, A4, et là, on n'a pas le choix pour piloter l'écran OLED. Cet écran OLED, vu que c'est un I2C, on est obligé d'utiliser ces sorties-là, donc je l'ai mis ici, enfin, on est obligé. Il y a des librairies où on peut en utiliser d'autres, enfin, voilà, c'est conseillé d'utiliser ça. Ensuite, les commandes de position. Donc là, j'ai mis un potentiomètre de 10 kΩ. Après, près de l'Arduino, j'ai mis ces petits filtres que je vous ai déjà montré, là, qui sont des filtres avec c'est des filtres intégrés avec 2 petites ferrites et ce condensateur. C'est pareil, c'est pour limiter éventuellement le bruit. Hein, et l'alimentation elle-même est filtrée ici avec ce système-là et cette capa. Et alors après, j'étais un petit peu embêté parce que pour mes 4 boutons Fine, j'avais plus d'entrée-sortie disponible en digital. Et je me suis fait un truc très classique, c'est-à-dire je me suis fait ici un réseau de ponts diviseurs avec des résistances de 1K, et j'utilise en fait une entrée analogique ici qui est à 7, qui va me permettre de, en mesurant la tension, de savoir quel bouton est appuyé. Alors c'est vrai que ça pourrait être gênant si on voulait en appuyer plusieurs à la fois, ou ça ferait des... Mais ici, alors bien que ça ferait des tensions différentes. Enfin d'un autre côté, c'est pas vraiment le but. Donc là, ça marche très bien, sachant que bien sûr, il y a ici ce capa-là et cette résistance d'un mégome qui fait une sorte de pull-down, ce qui fait que quand il n'y a pas de bouton appuyé, bah ici j'ai bien 0 volt. Il faudrait bien sûr pas laisser l'entrée haute impédance en l'air. Et derrière, j'utilise la sortie D13 qui est aussi celle de la LED interne pour piloter la LED qui est à l'intérieur du bouton Move ici, qui, comme on l'a vu, a différentes fonctions. Alors à l'origine, il faut savoir que j'avais utilisé en fait D13 et A0 pour ces trucs-là, et d'autres entrées analogiques pour les potentiomètres, mais j'ai changé parce qu'en fait ça m'a arrangé au niveau du câblage. Enfin donc voilà le schéma, comme on voit, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Alors il faut savoir que si on veut faire quelque chose de plus light, si on veut pas utiliser les boutons Fine,
que c'est vrai qu'ils sont pas indispensables. Bah, il suffit de pas brancher les LED là, et de pas brancher tout ce système là de pont diviseur, et il suffit de mettre A7 à la masse. Et voilà, il n'y a même pas besoin de changer le programme, mais ça peut être un choix si on veut. Je conseille aussi de prendre des potentiomètres Dical de bonne qualité. Sur la page, j'ai mis quelques photos aussi. Voilà, là par exemple, j'ai fait sur ce VeroBoard, hein, moi j'utilise beaucoup ça quand je fais des Arduino, la carte, et on retrouve bien ici les fameux filtres là sur les potentiomètres. Alors j'ai utilisé tous ces connecteurs que je vous avais montrés dans le CodeN là. Alors ils sont pas mal, mais alors ils sont très chiants à sertir. Pourtant, enfin, normalement, j'ai la pince qui va bien, mais enfin, si on les positionne mal dans la pince, ils font soit des mauvais contacts. Enfin, voilà, j'ai eu quelques soucis avec. Alors, j'ai recommandé une pince qui, a priori, serait mieux. Je vous montrerai ça dans un QDN, mais enfin, voilà. À la fin, tout fonctionne correctement ici. Là donc pour la présentation de ce CP0128, hein, ouais, j'ai fait un peu de teasing avec. Je l'ai annoncé, mais je disais pas ce que c'était. Bon voilà, c'était histoire d'entretenir un petit peu le suspense. Mais voilà, tout arrive à point. Je vous avais promis de tout vous montrer, donc c'est chose faite. Alors on peut dire que maintenant le monde est divisé en 3 catégories, hein, pour plagier un film célèbre. Ceux qui disent bah ouais, ok c'est bien ton truc, mais bon j'en ai pas vraiment l'usage et ça m'intéresse pas, ce qui est tout à fait compréhensible, hein. Ceux qui se disent ah c'est génial parce que moi j'utilise des cerveaux, je fais du modélisme, je fais de la robotique, j'aimerais beaucoup avoir ce truc là, mais j'en ai rien à foutre de la partie programme. Et ceux qui sont aussi très intéressés pour savoir comment le soft a été développé. Donc bah, les premiers, ça y est, l'aventure s'arrête là on va dire. Pour les seconds, alors les seconds, bah, ce que je peux vous dire, c'est que on peut très bien fabriquer CP0128 sans connaître, enfin, je veux dire, aller voir le programme, dans la mesure où celui que je livre, il est prêt à l'emploi. Donc vous pouvez fabriquer l'appareil en suivant le schéma. Derrière, il faut juste alors installer les 2 librairies qui vont bien, mais ça on trouve pareil plein de tutos. Télécharger le programme, copier-coller, programmer l'Arduino avec, et puis ça y est, c'est terminé. Donc, comme on peut le voir, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en programmation spécifique. Pour les autres, je me suis complètement basé pour le firmware de CP0128 sur mon petit système CAT, hein, qui est C4, hein, je rappelle, c'est l'acronyme de Syrob Arduino Task Helper, qui est un petit bout de soft, hein, qui permet de simplifier énormément la programmation en faisant une sorte de simulation d'un système multitâche coopératif. Et grâce à CAT, je reconnais que la mise au point et le développement de la partie software de CP0128, honnêtement, ça m'a pris je veux dire quelques heures, 2-3 heures peut-être, ou 4 heures maximum, quoi. Alors qu'en partant de scratch, ça aurait été sans doute quand même un petit peu plus long. C'est vraiment une aide. D'ailleurs, une des raisons qui m'a aussi poussé à faire CP0128, c'est que certains d'entre vous m'avaient justement demandé d'avoir une application pratique de ce système 4, parce que c'est vrai que celui qui m'a servi à le montrer, c'était un démonstrateur, on va dire, technologique, mais il faisait rien de concret. Donc là, ça permet vraiment d'avoir une application concrète et fonctionnelle basée sur ce petit noyau. On va faire une vidéo trop longue, mais comme d'habitude, je ferai bientôt une autre vidéo qui expliquera en détail le fonctionnement de la partie logicielle, sachant que vous pouvez dès à présent le télécharger, déjà commencer à le regarder, mais surtout, si ça vous intéresse, avant de voir la prochaine vidéo, justement, il faut absolument voir la vidéo sur 4, hein, je remets en lien, parce que, je vais dire, enfin voilà, je vais pas réexpliquer comment il fonctionne, ça n'aurait pas de sens. Pour moi, bien sûr, si on veut comprendre comment fonctionne le firmware de CP0128, il est impératif de comprendre comment fonctionne 4. Si ça vous intéresse, vous n'avez pas encore revu la vidéo, je vous conseille vivement de la regarder. En même temps, c'est un projet complètement open source, hein, donc rien ne vous empêche de vous en inspirer, de modifier aussi bien le hard que le software, sachant que voilà, la seule licence que je demande, c'est si vous le représentez, bah, juste simplement de citer sa source, voilà d'où il vient. Voilà, c'est la seule obligation, il n'y a rien à payer. C'est vraiment une licence très simple d'emploi. Et faut pas vous priver. Alors justement, comme je vous l'ai dit là, je vais vous montrer par exemple quelques petites idées de modifications auxquelles je pense éventuellement. Voyons cela.
Alors, dans les améliorations qu'on pourrait faire de cet appareil, il y en a plein. Hein, bon, pour l'instant, je veux dire, il me convient bien, mais à l'usage comme ça, les petites idées que j'ai eues, il y en a une qui pourrait être quand même pas mal, c'est que le problème, c'est que c'est le mode fin. C'est-à-dire que là, par exemple, je choisis ma position, par exemple ici, mais quand je passe en mode fin, je veux dire, c'est par rapport au zéro du fin ici que je peux faire varier par rapport à la position que j'avais enregistrée avant. Alors, l'embêtement, c'est que si, par exemple, là, je ressors du mode fin, bah, voilà, on voit que le truc, il revient comme ça. Alors ça peut être un petit peu gênant. Pour éviter ça, on aurait la possibilité, c'est quand on passe d'un mode à l'autre, que le bouton redevienne actif que quand on repasse sur la position. Par exemple, soit 0, soit la position où il était avant. On aurait pu aussi ne pas choisir des potentiomètres, mais prendre des codeurs incrémentaux. Alors, je ne l'ai pas fait ce choix-là pour plusieurs raisons. Déjà, des codeurs incrémentaux de qualité, on en trouve plein, là, des petits chinois, mais c'est de la merde. Ils rebondissent, ils sont vraiment pas terribles. Donc, pour en trouver de qualité, ben, c'est pas évident, puis surtout, ils sont assez chers. Et surtout, au niveau du toucher et tout, moi, ça me plaisait pas. En plus, là, j'ai des très bons potentiomètres, là, qui sont des potentiomètres Sfernis de qualité militaire, qui sont vraiment très bien. Et honnêtement, ce petit défaut, là, il me gêne pas vraiment, donc... Bon voilà, pour l'instant, je veux dire, je verrai à l'usage, mais ça me dérange pas tellement. Après, dans les autres possibilités, on pourrait par exemple mémoriser les min-max. Par exemple, j'avais pensé que si on essayait par exemple d'appuyer longtemps sur un bouton comme ça pourrait rappeler de la config. On pourrait stocker 4 configs par exemple dans le prom de l'Arduino, ce qui permettrait même qu'on coupe de les rappeler. Enfin voilà, on pourrait peut-être changer le système de déplacement comme on veut. Enfin voilà, je veux dire, il y a plein d'idées possibles. Encore une fois, hein, le programme est en open source. Si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à le modifier. Voilà donc pour la présentation de ce CP0128 qui j'espère vous aura inspiré ou intéressé. Et alors, ça sera peut-être pas ma prochaine vidéo d'explication du soft, parce que j'ai des trucs à vous montrer entre-temps. Mais enfin voilà, ça sera dans pas longtemps de toute façon. Tiens Maurice, hein Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, tu t'es engueulé avec Pincette, pourquoi? Vous n'êtes pas d'accord sur les vacances, pourquoi? Parce que toi, tu veux aller aux îles Maurice, ouais, et elle veut venir avec toi. Bon, alors en effet, ça commence mal. Que Pulsar, le dieu de cerveau, anime vos robots, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.